Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Succession de déclarations depuis le dimanche dernier après le scrutin législatif, après la plateforme électorale des organisations de la société civile. Les forces de l'opposition ont aussi donné de la voix. C'était au cours d'une sortie médiatique au siège de Villolé, siège de la résistance selon les membres de l'opposition. Après cette sortie, plusieurs autres se sont suivis, entre autres la conférence de presse de la délégation de l'Union africaine. Il y avait également la sortie du parti UDBN de l'honorable Claudine Prudencio, mais revenant à la sortie des forces politiques de l'opposition, le processus électoral ayant conduit au scrutin du dimanche dernier a été fustigé et pour finir, les membres de l'opposition ont demandé l'annulation de ces élections. Nous suivons un extrait de leur déclaration lue par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et nous revenons dans ce studio pour le débat. Le peuple béninois, à l'appel de la résistance démocratique nationale, a, dans un élan patriotique, prouvé on ne peut plus clairement, nettement, que Patrice Talon et le pouvoir dit de la rupture ont perdu depuis longtemps dans notre patrie toute légitimité, toute crédibilité. Le 28 avril 2019 est la journée de la résistance nationale contre le projet funeste de M. Patrice Talon visant à imposer un régime de tyrannie, de dictature, de despotisme aux antipodes du régime du renouveau démocratique qui, depuis une trentaine d'années, a consacré dans notre patrie la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association, le consensus comme valeur principale de l'ordre constitutionnel. Le peuple a solennellement proclamé, et vous le savez à plusieurs reprises, qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Dire des choses comme ça, une évidence de ce genre-là, ça surprend dans le pays de la conférence nationale souveraine. C'est pour mettre un terme à ça que s'est tenue cette réunion de toutes les forces vives de la nation. La population de nos villes et de nos campagnes, l'ensemble de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté internationale, de l'Union européenne, des grandes chancelleries des pays démocratiques, la presse internationale ont été témoins du cinglant désaveu infligé par le peuple du Bénin à Patrice Talon dans tous les centres de vote et postes de vote de notre patrie. Alors, quelle conclusion? Il importe enfin, devant le souverain qu'est le peuple, que M. Patrice Talon tire toutes les conséquences du rejet à plus de 96% de son projet néfaste, dictatorial, de nomination de l'ensemble des 83 députés que compte notre Assemblée nationale. Quand même, il est demandé instamment au président Patrice Talon qui présente sans délai. Après tout, nous sommes au fond des disciples de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Nous sommes donc ouverts au pardon, qui nous présente sans délai des excuses publiques à notre peuple pour toutes les souffrances à lui infliger et à la communauté régionale, africaine, internationale pour avoir refusé obstinément donc au respect des accords, mécanismes et engagements internationaux souscrits par la République du Bénin en matière électorale et dans le règlement des conflits et pour la préservation de la paix, qu'il renonce sans délai à la confiscation du pouvoir législatif. Le problème qui se pose ici est celui qu'a très clairement indiqué Barack Obama. Le problème que nous avons pour la renaissance de l'Afrique, ce n'est pas d'avoir des dictateurs, d'avoir des hommes forts, c'est d'avoir des institutions fortes. C'est parce que ces institutions n'ont pas joué leur rôle que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation. Si l'Assemblée, si tous les organes avaient joué leur rôle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui ou non? Oui. Tout le monde est conscient. C'est que pour avoir, mettons, au fond, on n'a pas encore bâti en Afrique suffisamment d'institutions démocratiques, fortes, capables de dire non, de contrôler le pouvoir exécutif. Parce que, je l'ai dit au début que Jean Santerre était un roi fou. C'est lui qui a été à la base, disons, de la naissance des parlements.
Pourquoi? Parce que quand il avait besoin de quelqu'un, il prenait les femmes d'autrui, il allait au fond dans les églises, il ramassait les ciboires en or, il prenait tous les biens des, comment dirais-je, au fond, des seigneurs de son temps. Et mieux que ça, un jour, voulant de l'argent, il est parti voir un juif qui était riche. Il a dit, donne-moi ton or. Le type a dit, non, j'en ai pas. Il dit, tu n'as pas? Arraché une dent. Ça ne suffit pas. Deuxième dent, il saignait de tous côtés. À la 8e dent, il a finalement indiqué là où était son trésor. Et c'est ça qui a amené, au fond, le peuple anglais à se révolter et à imposer ce qu'on appelle le Parlement. Or, il faut que le Parlement joue son rôle et ne soit pas une chambre d'enregistrement et qu'on ne prenne pas son chef pour un mentor. Non, sinon, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Alors c'est pour ça que ce sont les institutions solides qu'il nous faut. On n'acceptera pas que 83 personnes nommées par décret dirigent ce pays. On dit non, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Voilà, à l'instant, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, porte-parole donc de la coalition des forces de l'opposition, Saturnin Diassou. Ils ont dit, pas d'élection sans l'opposition. Il y a eu d'élection finalement et au lendemain de cette élection, ils sortent pour demander l'annulation de cette élection finalement. À quel jeu joue l'opposition? Nous sommes dans l'arène politique et chacun joue selon sa place. Quand on est dans l'opposition, on a très tôt fait de reprendre à son compte le fort taux d'abstention du dimanche dernier. On a tout fait de s'attribuer la paternité de ce fort taux d'abstention. Vous avez entendu dans la déclaration de l'ancien président de la République dire qu'à l'appel de la résistance, donc c'est à l'appel de la résistance qu'il y a eu ce fort taux d'abstention. On va concéder à chacun sa position parce que nous sommes dans l'arène politique. Et moi, je ne suis pas politicien et je suis journaliste. Certes, les partis politiques qui n'ont pas participé à ces élections législatives ont appelé au boycott. Je ne dirais pas que leurs voix n'ont pas été entendues. D'une manière ou d'une autre, leurs militants suivraient le mot d'ordre. Mais moi, je pense personnellement que dans ce lot de fort taux d'abstention, il y a certainement d'autres qui, avec le temps, se sont sentis frustrés d'une certaine manière, étaient déçus de cette opposition qui, au moment où elle devrait donc s'entendre autour de l'essentiel, a passé tout son temps à se tirer entre les pattes, à alimenter des querelles intestines. Elle l'a dit, vous l'avez souligné, qu'il n'y a pas d'élection sans l'opposition. Il y a eu d'élection sans l'opposition. Et peut-être que ce fort taux d'abstention que nous avons connu, en attendant que les chiffres officiels ne sortent de la Commission électorale nationale autonome, on se contente de ceux de la plateforme électorale des OSCC, on n'aurait pas connu ce fort taux d'abstention. Et je me demande ce que dira l'opposition aujourd'hui. Est-ce qu'elle aura encore l'occasion, l'opportunité de rebondir et de tenir les propos que nous avons entendus? Chez les politiciens, comme j'ai dit, chacun tente de voir midi à sa porte. Du côté de la mouvance, ceux qui soutiennent le pouvoir en place, qu'est-ce qu'ils sont dit? On essaie de faire porter la responsabilité de ce fort taux d'abstention à cette opposition parce qu'on estime que c'est elle qui a vendu la peur. On ne voudrait pas reconnaître que dans ce fort taux d'abstention, c'est une expression d'un peuple, en tout cas... Déçu, à la limite. Déçu aussi de la gouvernance, déçu de voir des élections législatives se tenir sans les partis de l'opposition, j'allais dire. Et on pense que s'il n'y avait pas les partis de l'opposition ou certains propos qui ont été tenus, qui pourraient donc amener les gens à se terrer chez eux, qui aurait un fort taux de participation. On oublie vite cet autre aspect que parmi ceux-là qui sont quand même sortis de chez eux pour aller aux urnes, il y a également des gens qui ont voté nul, des bulletins nuls. Et on ne nous dira pas que ceux-là aussi ont voté nul parce qu'ils avaient la peur de sortir de chez eux. Tant qu'ils ont pu braver la distance, braver tout ce qu'ils pourraient avoir comme danger, comme risque, ils se sont retrouvés dans l'isoloir, ils étaient libres de faire le choix. Et si en ce moment-là, ou en toute liberté, ils ont choisi de faire un vote nul, c'est également un message qui est envoyé. Donc, on doit pouvoir lire le message, interpréter, comprendre le message que les électeurs ont voulu envoyer à qui de droit
et savoir comment faire désormais pour sortir de là. J'ai écouté d'autres, toujours dans le camp de ceux qui soutiennent le gouvernement, dire que même au niveau des bulletins nuls, c'était parce que ceux qui se sont rendus dans l'isoloir ne savent pas plier ces bulletins nuls que les cachés se sont retrouvés. Parce qu'ils ne savent pas, ils devaient plier dans un sens, ils ont plié dans un autre sens, et demandaient même à la Sénat de reconsidérer tout ça dans le comptage des voix. Tout ça, c'est biaisé à mon avis. Il faut de façon objective, chacun de son côté, interpréter le message que les électeurs ont envoyé, en tirer les conclusions et chercher maintenant les voies et moyens pour qu'on sorte de là pour un Bénin pacifique, pour qu'on pourra retrouver en tout cas comme ce qu'on a connu en temps, on dit pays de paix. On n'a jamais connu de violence, en tout cas presque, passons si d'autres années, pour qu'on retrouve ces heures-là. Moi, c'est ce que je pense. Alphonse Moïse Soudé, vous avez écouté l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Une première réaction par rapport à cette déclaration? Moi, je refuse que l'on s'attribue la paternité du photo d'abstention. Non, en réalité, cela reflète le dégoût que les citoyens ont vis-à-vis des hommes politiques, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent, que ce soit du camp de la mouvance, que ce soit du camp de l'opposition. Ça dénote un certain dégoût, parce qu'au moment où l'opposition devait s'organiser, au moment où le peuple a souhaité que l'opposition s'organise, ils ont passé tout le temps à se tirer dans les pattes. Et le peuple de ce côté a été déçu. De l'autre côté, le pouvoir en place, déjà en sortant dans les rues, les chars, envoyant à tous les carrefours des camions de policiers, déjà a vendu la peur. Et l'autre facteur, c'est que dans certaines églises, on a carrément prêché l'apocalypse. On a carrément prêché l'apocalypse. On a demandé aux fidèles, ne sortez pas de chez vous samedi, dimanche. Les gens ne sont pas allés à l'église. Il y a des églises qui sont restées fermées. On a vendu la peur. C'est dans tous les camps qu'on a vendu la peur. Donc je dis, cela montre que le peuple est fatigué du comportement des hommes politiques. Et le message que le peuple a envoyé, ce n'est pas seulement dans un seul camp. C'est dans le camp de tout le monde. Quand vous faites le tour un peu des bureaux de vote, c'est désert. C'est-à-dire que lors des scrutins antérieurs, on faisait la longue queue. Des gens se sont levés, sont allés, c'est à peine 2 minutes, quoi. Tu rentres là et puis tu votes, tu sors. Mais je retiens dans le discours du président Dieudonné Nicéphore Soglo qu'il reconnaît, ça c'est déjà une évidence, que les institutions n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'il faut situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités en commençant par l'Assemblée nationale qui nous a dotés de toutes les lois les plus liberticides, les plus contradictoires. Il faut le reconnaître. Et il faut tomber sur la Sénat qui trouve qu'il y a des fautes mineures, des fautes majeures. Donc c'est une accumulation d'erreurs de toutes les institutions. Parce qu'il faut situer les responsabilités. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau des citoyens, que ce soit au niveau des institutions. Chacun a manqué de jouer son rôle. Qu'il vous souvienne que le peuple a souhaité quand même que l'opposition présente une seule liste. Mais pour des intérêts inavoués et inavouables, on n'a pas pu avoir ça. Le peuple a été déçu. Et sa façon de manifester... Même s'il n'y avait pas cette liste unique et que des formations de l'opposition se retrouvaient à Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Le peuple a exprimé. Et quand vous, dans la période, le peuple a exprimé, a souhaité que l'opposition n'aille pas à rang dispersé. Si je tiens compte de ce que vous êtes en train de dire, c'est dire que même si l'opposition allait à cette élection de façon divisée, on pouvait avoir encore ce même taux de participation. Vous savez, on s'est attardé sur des querelles de clocher. Vous avez suivi les débats. Moi, je ne vais pas aller avec tel monsieur, je ne vais pas aller avec tel monsieur, tel parti veut occuper le septentrion. On a fait des débats de clocher, oubliant que le temps avançait. Au moment où on a voulu se mettre ensemble, c'était déjà trop tard. On a laissé le Parlement. Moi, je suis très heureux, que ce que je disais à ce mercredi, ceux qui se sont acharnés à voter ces lois-là seront les premières victimes de ces lois-là. Seront les premières victimes de ces lois. Vous voyez, non? Vous voyez. Ce n'est pas seulement les partis de l'opposition qui ne sont pas allés à ces élections législatives. Il y a des caciques de régime, il y a des gens qui ont soutenu l'action gouvernementale qui n'ont pas pu se présenter aux élections. Donc je dis, il faut lire le message du peuple. Il faut lire le message du peuple.
le peuple n'est pas content. Le peuple n'est pas content du régime, le peuple n'est pas content de l'opposition, le peuple n'est pas content des hommes politiques. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Le peuple ne veut pas qu'on fasse la politique sur son dos, que l'on utilise chaque fois son nom, que tout le monde se prenne pour le porte-parole du peuple, mais en réalité, personne ne veut faire la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, le dimanche, les gens choisissent de ne pas aller voter. Ceux qui sont allés, ceux qui ont choisi d'aller exprimer leur droit de vote n'ont pas forcément voté pour les listes. Moi, je suis allé au cours hier, j'ai parcouru, puisque le collège où j'officie est un lieu où l'on vote. Je suis passé dans les classes. C'est un centre de vote. On a affiché les procès-verbaux. On pouvait lire visiblement que quelquefois 436 inscrits, 18 pour Tantampion, 12 pour machin. Et 19 bulletins nuls. Un bulletin nul, les autres ne sont pas venus. Ailleurs, vous voyez, personne n'est venu voter. Les membres du bureau sont restés là à se tourner les pouces jusqu'à la fermeture. Donc, on ne peut pas venir nous donner un chiffre contraire à ce qu'on a vu. Parce qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas rester sur vous le jour du vote sans faire le tour, tout au moins, des centres de vote situant dans votre quartier. Donc, on a vu, tout le monde a vu. On ne peut pas venir donner un chiffre contraire à la réalité. Ce qu'on a connu. Alors, Vigile Aroncet, vous appréciez aussi cette sortie, une sortie opportune ou hasardeuse? Cette sortie me ramène au cours primaire, dans une de ces classes, où c'est vrai, il y a ce élève pagailleur qui sème la terreur dans la classe, je le nomme Attila. Attila qui fait sa loi, tout le monde déteste ça, mais personne n'a la force de faire face à Attila. Puis des gens se sont réunis et ils se sont dit on va faire la fête à Attila. Le jour où il nous donne rendez-vous, le 28 avril là, nous allons le corriger. Et puis le 28, rien. Décidément Attila est fort, personne n'a rien pu faire contre Attila. Et puis, c'est terminé. Et on revient le lundi en classe. Et il y a des gens, ces mêmes gens-là, qui ont failli nous mettre dans les griffes d'Attila pour nous dire, Attila, à la sortie. À la sortie, et qui va venir là? Non, c'est vraiment ça. Il m'amène au cours primaire. Moi, à la limite, c'est ridicule, de mon point de vue. Non, je vais vous dire pourquoi c'est ridicule. Chaque compétiteur avec sa stratégie. Ou vous avez parlé de ceux-là qui devraient affronter, par exemple, Attila. Peut-être que c'était un guet-apens. Attila pouvait tomber dans un piège. Attila, oui, là, c'est le bon Dieu qui vient. Ça, c'est Goliath qui tombe devant David. Ce n'est pas forcément la force de David. C'est le bon Dieu qui agit. D'accord? Attila, ici, pour tout vous dire, le jour du scrutin, on est là en stratégie. Attila n'a pas tous les jeux en main. Il a pour lui les forces publiques. Mais les forces publiques, c'est un nombre également. Puis ils ne sont pas de stratégie. Les forces publiques sont appelées partout, dans les 14 000 et quelques centres de vote ou bureaux de vote. D'accord? Et donc, Attila n'était pas sûr non plus de gagner son combat. Écoutez, dites-moi, quand vous vous réunissez, vous dites, je transforme le siège de la Renaissance du Bénin en siège de la résistance ou de la résistance nationale. C'est pour rester à la maison? C'est de la stratégie. Est-ce que c'est pour rester à la maison, pour dire, quand est-ce que ces opposants ont dit, mot d'ordre, rester à la maison? Je n'ai pas voyagé, mais je peux me tromper, je peux n'avoir pas entendu. Qui peut me le dire? Non, je crois ils ont dit quand? Ils ont dit quand, s'il vous plaît? Il y a des déclarations individuelles. Chacun dans tous les états-majors. Oui. Et il a eu des déclarations quand je demande. Peut-être pas de cette coalition ou de cette force de l'opposition là, mais individuellement les partis politiques. Si vous avez entendu, mais dites-moi au moins, quand est-ce que, à quelle heure vous avez entendu ces déclarations? Dans les derniers jours, tout au moins. Non, les derniers jours, ça fait le pluriel. Parce qu'en fait, il faut nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Dites,
USL a donné son mot d'ordre tel jour, à tel lieu. La Renaissance du Bénin, c'est tel jour, à tel lieu. Non. FCBE, c'est ça? La plupart, pour ce que moi j'ai suivi, la plupart de ces déclarations n'ont pas été faites avec une forte invitation de la presse. Voilà. C'est pas média interposé que moi j'ai eu la déclaration de l'USL. Le PRD s'est retrouvé à Porte-Nouvelle ici d'une réunion. On a lu ça pour les forces Colipoint Bénin émergents aussi. C'est pas média interposé qu'on l'a eu. Donc c'est ça qui m'amène à ne pas pouvoir vous mettre précisément de jour sur les déclarations. Voilà. Voilà ce que vous dites. Ça, ce n'est pas un mot d'ordre, ça. On est d'accord. Ce n'est pas un mot d'ordre, c'est pas dans leur chambre à coucher qu'ils nous ont dit qu'ils ont transformé le siège de la Renaissance en siège de la Résistance, qu'ils ont exposé des gens. Non, mais aujourd'hui, les faits leur donnent quand même raison, puisqu'on a constaté qu'il y a eu un fort taux d'abstention. Fort taux d'abstention, ben, Alphonse Adi a tout dit. Alphonse Adi a tout dit. Fort taux d'abstention, et c'est eux qui vont revendiquer ça. Mais ils ont parlé, ils ont des militants, il y a des gens qui épousent leur vision. Je suis désolé. Rien que cette peur-là, rien que cette peur diffusée par tous ces foyers suffisait, n'est-ce pas, à commencer par le pouvoir, bien évidemment. Ces engins blindés, ces véhicules passés au temps de militaires, personne ne va aux élections, n'est-ce pas, ne va faire son choix dans l'urne pour en mourir. Mais s'il y a eu ces si vous n'êtes pas la cible, les balles perdues peuvent vous frapper. S'il y a eu ces blindés-là qui ont circulé, c'est parce que l'opposition a dit qu'il n'y aura pas d'élection sans nous. Vous êtes d'accord au moins? Écoutez, non, parlons que l'opposition a poussé. Quand on dit ultimatum, nous sommes à l'expiration de l'ultimatum. Donc tout le monde attend ce qui va s'en suivre, n'est-ce pas? Tout le monde attend. Mais les chars, les blindés de Patrice Talon ne sont allés nulle part. Ces forces de l'ordre sont encore là. Et aujourd'hui, le champ est libre. Ils vont davantage pavaner qu'hier. Non? Ils vont davantage pavaner qu'hier. Et les Béninois qui se sont terrés chez eux, vous n'allez pas leur demander ce sursaut-là pour venir affronter, pour venir braver ces chars-là non plus. C'est pour vous dire qu'en stratégie, je crois que ces opposants, ils ont laissé passer une occasion pour se faire entendre. Ils ne nous avaient jamais dit qu'il n'y a pas élection sans opposition après élection. Donc aujourd'hui, on dit qu'ils ont du Gandhi dans les veines, qu'ils ont de Martin Luther King dans les veines, mais la stratégie qu'ils nous ont en face n'a que faire de Gandhi, n'a que faire de... La preuve, c'est que c'est cette stratégie qui en premier a sorti les chars. C'est cette stratégie qui a sorti tous les policiers républicains des commissariats, qui a sorti tous les militaires de leur caserne. Et ça ne ratera pas. C'est pas maintenant que Patrice Talon, on peut dire que ces députés ne sont pas légitimes, mais il dit qu'il a accroché le légal, qu'il a accroché l'officiel et qu'il tiendra l'officiel. Et c'est ce qui va se jouer jusqu'au bout. Lui qui est jusqu'au boutiste, c'est pas après les réunions. C'est ce que vous pensez, les choses peuvent encore. Alors, c'est du réalisme, mais on va suivre. D'accord. Satune Diassou, finalement, pour vous, quel est le mérite finalement de cette opposition, de cette lutte qu'a menée l'opposition? Si on y prend garde, on pourrait comprendre, vous faites d'autres interprétations des propos de Virgile. C'est comme si, lui, dans la stratégie, le seul moyen, c'était d'opposer à ce dispositif militaire en place de la force, de la violence aussi, on s'affronte sur ce terrain-là, parce qu'il disait que celui qui est en face, il n'a que fait, ne sait que faire non, Akitila, c'est juste pour caricaturer déjà ce qu'il voulait dire. Non, moi je ne verrais pas les choses de cette manière-là, parce que la violence ne peut pas être, si c'était le cas, parce que si on y prend garde, ne peut pas être le seul moyen de faire savoir ou de faire entrer dans la concrétisation cette forme d'expression, ce slogan qu'on a entendu jusque-là. Pas d'élection sans Pas d'élection sans l'opposition. Cela ne voudra pas dire que forcément, le jour du scrutin,
il faut descendre dans tous les bureaux de vote, qu'il faut saccager, qu'il faut s'attaquer au matériel militaire, qu'il faut affronter les forces de l'ordre. Non. La stratégie pouvait être aussi ça, si c'était le cas. Je sais pourquoi je reste là, j'utilise je suis encore là, je reviendrai clarifier les choses. Les formes appropriées. La stratégie pourrait être, oui, pas d'élection sans l'opposition, c'est qu'on fait un travail. C'est qu'ils descendront dans les hameaux, sensibiliser les gens, parce que ça a été fait. Soglo est allé à Boïkan et beaucoup d'autres, ça on a suivi pour dire, ne sortez pas le jeu du scrutin, comme dans d'autres états-majors. La stratégie pourrait être celle-là. On ne livrera pas les populations au char, pour qu'elles ne servent pas de chair à canon, mais on va sensibiliser pour qu'elles ne sortent pas, pour qu'au finish, au soir des élections, qu'on se rende compte qu'il y a tellement eu d'abstention que cette élection, au finish, ne vaudra rien, il faudra l'annuler. Ça pourrait être ça la stratégie. C'est pourquoi je dis, moi je ne trouve pas que le seul moyen de répondre soit cette violence-là à laquelle on devrait s'attendre pour dire, bon, il y a eu l'élection le 28, non? Est-ce que quelque chose s'est passé? Les gens se sont terrés chez eux et tout le reste, je pourrais comprendre qu'on pourrait donner l'exemple des populations de certaines régions du pays qui sont sorties, qui sont allés saccager des bureaux de vote. Justement, et ces faits, ces actes de violence sont imputés aujourd'hui à l'opposition. Et beaucoup même prennent ces zones-là comme étant des exemples, ce qui s'est passé dans ces régions comme étant des exemples à suivre partout sur le territoire national. Moi, je ne recommande pas ça. Parce que là où il y a la violence, c'est qu'il y a, comme on le dit, on commence à déplorer des pertes en vies humaines. Et c'est parfois malheureux de constater que les politiques nous poussent jusque-là. La stratégie, elle peut être autre, donc, que la violence. Si c'était la stratégie de l'opposition, parce que je ne suis pas dans l'état-major pour savoir ce qu'ils auraient fait tout au long du scrutin, si la stratégie, c'était réellement de convaincre les gens pour qu'ils ne sortent pas. Ils ont réussi. On a eu ce taux d'abstention, c'est qu'apparemment ils ont réussi à le faire. Tout à fait. Si c'était, comme je l'ai interprété aussi, ce peuple dégoûté. Parce que nous aussi, nous sommes journalistes. Sur le terrain, on a donné la parole, les chaînes internationales ont donné la parole là des citoyens qui étaient attendus aux urnes. Je ne pense pas avoir entendu plusieurs parmi ceux-là interrogés dire que c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ci, c'est parce qu'il y a eu ça. Beaucoup ont dit, nous n'y allons pas parce que nous ne voulons pas donner notre caution à ce qui se passe là. Les Béninois, dans la plus grande majorité que vous avez, en tout cas moi j'ai pu interroger, comme beaucoup d'autres que j'ai écoutés sur des organes de presse, c'est le refrain qu'ils avaient. Ils ne voulaient pas cautionner ce qui se passe là est inédit. Moi, je ne vais pas y aller pour donner ma caution. Pourquoi j'irai là-bas? Les candidats pour qui je veux voter ne sont pas sur la liste. Les partis pour lesquels j'aurais souhaité voter ne sont pas là. Non pas d'avoir avancé. Le premier argument qu'ils ont avancé, ce n'est pas la peur. C'est-à-dire cette conviction qu'ils ont, ces citoyens, que ce qui se passe là est antidémocratique. Et libre au pouvoir de continuer, parce que n'oubliez pas, tous les régimes dictatoriaux que nous avons connus, tous les tyrans que nous avons connus, le monde a connu, au départ, se disent toujours qu'ils sont les messies, qu'ils sont là pour faire le bonheur du peuple, malgré ce peuple-là, jusqu'au moment où ils se découvrent dans la déchéance. Nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. C'est pourquoi je disais, quand je prenais la parole tout à l'heure, qu'il faudrait savoir décoder les messages qui sont envoyés et ne pas chercher de part et d'autre à ce que la situation s'enlise davantage. Parce qu'il y a des actes qui continuent, qui pourraient amener... Moi, là, je vous arrête tout de suite. Il ne me viendrait pas à l'esprit de venir sur les antennes faire l'apologie de la violence. C'est ça. Vous voyez, je suis en train d'interpréter des faits. J'ai vu des chars circuler. J'ai vu des militaires circuler, j'ai vu des véhicules de police et des militaires circuler. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Ah ben, Non, parce que j'ai vu cela. Et à côté de cela, dans cette ambiance, des gens disent qu'il n'y a pas élection sans l'opposition. Quand vous dites qu'il n'y a pas élection sans opposition, et ce n'est pas un seul état-major, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois états-majors, dit qu'il n'y a pas élection sans opposition. Les Béninois entendent ça, les électeurs entendent ça. Vous pensez qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'aller leur dire de ne pas sortir avant qu'ils ne sortent? Vous avez pensé ça? Rien que ça, déjà, la promesse de la violence, car c'est ça ce que l'opposition disait. Il n'y a pas élection sans opposition, c'est une promesse de la violence.
Pas forcément. Non, pas forcément. Non, je Pas- vous pas en prie, forcément. je vous en prie. Là, Je vous en prie, je vous Non. en prie. Ne Il dites y a- il y a- pas forcément, c'est quoi? je Il veux- n'a pas eu élection? Il y a Constantin Il n'a pas eu Rousseau- élection, non, il y a s'il vous plaît, il n'a Constantin pas eu Rousseau élection. qui disait ceci, je cite, quand nous disons qu'il n'y aura pas d'élection sans opposition, c'est pas parce que... Il a dit ça quand? Il a dit ça sur une chaîne... Mais il a dit ça quand? C'est avant Après les l'élection. C'est avant les élections. Avant Les les archives sont là. élections, il a dit quoi? Les archives sont là. Il a dit, lorsque nous disons qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition, nous ne disons pas que nous allons empêcher ou ça dit détruire ou faire de la violence, mais nous disons simplement qu'il n'y aura pas d'élection sans Mais l'opposition. ça ne veut rien dire. Justement, Ça ne veut rien ça dire. ne veut rien Quand vous dire. avez dit il n'y a pas élection sans opposition, on n'entend pas que Candidat Dazanaï aille se coucher chez lui. On n'entend pas que Guy Mitokwe dorme chez lui. On n'entend pas que tous ceux qui ont dit ça aillent dormir tranquillement. C'est une logique humaine. Mais Et c'est c'est de ça que je parle. je donne rapidement Alphonse Maurice Soudé, je reviens à vous tout à l'heure, mais je permets rapidement à Saturnin Dossou de rebondir sur la réaction de Saturnin avant que... De Virgile, De Vigile, voilà. Vous vouliez dire. Moi, Tout à quand fait. on dit pas d'élection sans l'opposition, moi je dis vois pas forcément. Sinon que l'unique explication qu'on pourrait donner à ça serait violence. C'est ça. Moi, je ne pense pas Voilà. que ce soit ça. Moi, en tout cas, en attendant Alphonse que Maurice vous Soudé. reveniez me donner la parole. Nous sommes sur un terrain politique et j'ai toujours dit, votre stratégie doit être proportionnelle à la stratégie de celui que vous avez en De face. l'adversaire. Oui. La stratégie, et j'ai dit, depuis que le gouvernement de Patrice Talon est revenu des congés, je l'ai toujours dit, personne ne peut me démontrer le contraire. Depuis le vote du code pénal, la stratégie du régime en place a commencé par là. Vous imaginez quand on refuse les attroupements? Vous imaginez? C'est déjà ça. Parce qu'on sait que toute contestation commence par les attroupements. On a interdit ça. On a voté des lois. Nous avons passé tout le temps à faire de la rhétorique. Et je dis, moi je ne parle pas de violence, mais je parle d'action. L'Assemblée nationale, le code électoral, le code pénal, et la charte des partis politiques, toutes ces lois ont été votées. La loi sur le numérique. Sur le numérique, Le code sur le- voilà. la loi sur l'embauche, parce qu'on sait que si vous êtes agent permanent de l'État, vous faites le con, on vous fout dehors. On a tout mis au millimètre près. Parce qu'on savait très bien que les agents permanents de l'État peuvent aller en grève. On a utilisé. Parce que Patrice Talon n'est pas un nouveau venu sur la scène politique. Attention. Il est parti. Il a neutralisé toutes les stratégies qui étaient utilisées quand il n'était pas encore aux affaires. Quand il soutenait en douce les hommes politiques, il a d'abord cherché à neutraliser les stratégies utilisées. La meilleure stratégie utilisée, c'était la grève. On a annulé ça. Après, on a dit pas d'attroupement. Après, on a dit, mais on s'est tué. C'est vrai que l'opposition est montée au créneau pour dénoncer ça. Ça s'est arrêté au niveau des dénonciations. Ça s'est arrêté là. Nul n'est obligé d'obéir à une loi injuste. Vous tassez l'opposition d'inaction. Mais je dis, ils ont passé tout le temps ce triangle entre les pattes. Moi, je ne vante rien. Et on a suivi tous. Et sur ce même plateau, on a dénoncé plusieurs fois cette mésentente. Au-delà Ok. de ces considérations. Mais c'est passé. Au moment où l'opposition a passé tout son temps à se tirer entre les pattes, au moment où Candidat Dazanaï a tiré sur l'USL, au moment où, en réalité, on devait utiliser ce temps-là à se mettre ensemble. Moi, j'ai dit aux gens, mais où est passé Candidat Dazanaï depuis un certain temps, avant le 28 avril, l'intervention, la sortie de Candidat remonte à quand? Et vous savez très bien que sur la scène politique, quand Candidat Dazanaï sort, il parle. On agit. Ouais. Le camp d'en face a neutralisé. Vous savez, quand on parle de. Je vais vous dire une chose, quand on parle de casse à Cotonou, on sait comment ça se passe les casses. C'est les ghettos qui agissent. Le pouvoir en face a neutralisé tous les ghettos. Renseignez-vous, faites de l'investigation. On a neutralisé tous les ghettos.
On a neutralisé tous les ghettos. Tous ceux qui pouvaient agir. On a neutralisé les ghettos. On a tout fait. Au moment où l'opposition disait, comme dit Vigile, était dans sa maison, les autres ne dormaient pas. Patrice Talon savait très bien que le 28 mars, les gens ne sortiraient pas. Mais inviter, est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi de l'irresponsabilité de la part de l'opposition d'inviter par exemple la population à de la violence, à se mettre dans la rue? Non, je l'ai nullement demandé à l'opposition. Ce n'est pas le peuple qui va. On peut faire des actions. On peut marcher. Avant le 28. Oui. Quand la CELA, par exemple, a dit il y a eu, comment vous appelez ça? Des fautes ou des attention, erreurs mineures. là, on devait prendre les taureaux par les cornes. On devait prendre les taureaux par les cornes. On devait prendre les taureaux par les cornes. On a laissé faire. On a validé. Et j'ai dit, le chef de l'État qui demandait au président de l'Assemblée nationale d'aller chercher le consensus à l'Assemblée, c'était une diversion. C'était pour faire perdre du temps parce qu'il savait que le consensus ne se trouve pas à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une succession de faits qui nous a amenés là. Et je dis, l'opposition n'a qu'à revoir sa stratégie. C'est ça. Parce que si les gens n'ont pas écouté, on a donné l'ultimatum. Même si l'opposition demandait... Nous allons parler de l'ultimatum. Mais même si l'opposition demandait aux gens de descendre dans les rues, les gens ne le feraient pas. Le peuple ne ferait pas, ne descendrait pas dans les rues pour suivre l'opposition parce que l'opposition avait déjà déçu. D'accord, nous allons revenir sur l'ultimatum, mais déjà Vigile avancé. C'est vrai, on a vu ce qui s'est passé, les violences à Savè, violences à Tchaourou, à Parakou et encore dans d'autres localités du Bénin, surtout dans la région septentrionale, des violences qu'on attribue, à tort ou à raison, à l'opposition. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition n'a peut-être rien fait, l'opposition n'a pas donné de consigne, vous avez cherché de date, vous n'en avez pas trouvé. Est-ce que c'est justifié de dire que ce qui s'est passé là, est-ce que le peuple ne prenait pas elle-même sa propre défense? Non, je l'ai dit à plusieurs reprises, ici et ailleurs, le contexte était tel que même si l'opposition ne donnait pas un mot d'ordre clair d'aller empêcher à tout prix la tenue de ce scrutin, il devrait, vu le contexte, il pourrait avoir, n'est-ce pas, des individus isolés qui prennent des initiatives. Et donc... et c'est ce qu'on a vu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été organisé ou si ce sont des individus isolés. Mais il est possible que ce soit par endroit des individus isolés qui ont certainement marre du contexte, de la manière dont les choses se passent. Tout comme ça a pu être organisé. Tout comme on vous dira que c'est ce mot d'ordre, pas d'élection sans opposition, que certains ont mis en application tout simplement à travers ce que vous avez vu. Donc ça peut être interprété dans tous les sens. Mais vous savez, les élections, ça a toujours été chrysogène au Bénin, tout au moins anxiogène, où on a toujours pensé que ça va finir mal. Ce n'est jamais allé à ce degré. Saturné a souvent comparé à ce qui se passe à 91. Non, 91, les violences étaient bien circonscrite, c'était à Parakou avec le lot de Lolo Chidiac. Et c'est vrai qu'il a eu, enfin, si les morts de 2 ou 3 morts dont on parle maintenant, c'est confirmé. Je crois qu'en 91, on devait avoir fait un peu au-delà. C'était les premières élections. Mais il y avait quand même le taux de participation dépassait tout au moins 50. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'était également une élection inclusive. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Encore que là, je peux me mélanger. Je ne sais pas. Je crois que les violences n'étaient même pas pendant les législatives. C'était pendant la présidentielle, non? Oui. C'était la présidentielle. C'était la présidentielle. Voilà. Pendant les législatives de 91, il n'avait même pas eu ces violences. Mais il faut dire que tout a été mis en place pour qu'on en arrive là, à ces violences-là, à commencer par le jusqu'au-boutisme, n'est-ce pas, de ceux qui nous dirigent, de ceux qui avaient la décision, de ceux qui ont conduit les choses, à commencer par le BMP jusqu'au chef de l'État. Donc je peux dire que tout le monde est responsable de ce qui est arrivé à Savè, le blindé brûlé, séquestration de forces de l'ordre, les violences à Parakou, tout le monde en est responsable. Maintenant, comment on va gérer ça? Je crois que le plus urgent déjà, c'est de parvenir à taire, n'est-ce pas, ces foyers de tension, à calmer les esprits. Ça va être difficile, ça va être lent,
Mais l'essentiel, c'est déjà d'éviter la contagion. On parle déjà de la poursuite de tout cela ou... C'est ce que je suis en train de vous dire. Si l'opposition, c'est une question de rapport de force, je vous dis. Ce n'est pas de l'apologie de la violence. Ils ont fait une option. Pas d'élection sans opposition. Vous avez tracé cette ligne, vous y restez, ou vous n'y restez pas et vous périssez. La preuve, allez voir les jours à venir. Ceux-là qui ont organisé des violences à Parakou vont être sévèrement punis. Ceux qui ont organisé des cas à Savaï, ils vont subir le même sort. Absolument. En tout cas, on attend encore là de voir. Vous savez, nous sommes des journalistes, nous sommes des observateurs de l'actualité. Dans les autres pays, quand il est question de rapport de force ainsi, si cela va en votre défaveur, vous êtes cuit. Est-ce que cette démarche-là va quand même favoriser la paix? Vous parliez donc, tout à l'heure l'opposition, je suis en train de dire, les tensions. Il se savait sûrement incapable, n'est-ce pas, de mettre en application ce à quoi ils ont appelé. Donc, il ne fallait même pas aller juste là. Alors, Satuné Diossou, l'ultimatum, les forces politiques de l'opposition donnent encore 24 heures. Je crois que les 24 heures sont en train d'être épuisées. Non, moi j'avais franchement prié tous les dieux pour qu'on n'aille pas aux législatives dans ces conditions-là. Parce que c'était comme franchir un Rubicon. Tout ce qui se passerait par la suite, on ne saurait gérer. Parce qu'une fois les législatives passées, c'est qu'on restera éternellement dans la contestation. C'est comme ce qui a passé. On remet déjà en cause la légitimité du prochain Parlement. Parce qu'on dit dans notre texte, il n'est prévu nulle part un taux de participation de 20% pour désigner. Au-dessous duquel on dirait qu'il y a légitimité ou il n'y a pas légitimité. Les responsables politico-administratifs qu'on a écoutés, les présidents d'institutions que nous avons écoutés, s'accrochent à la légalité. On a tenu l'élection à bonne date, telle que prévue par la Constitution et tout. Le gouvernement également. On a entendu des communicants dire sur des chaînes internationales que le gouvernement est dans la logique de poursuivre le processus jusqu'au bout parce qu'il y a légalité. On oublie ce côté légitimité. C'est pourquoi je disais, je priais tous les dieux pour qu'on n'aille pas aux élections dans ces conditions. Parce que c'est un carrefour que nous venons de passer. C'est à ce seul carrefour qu'on donne parole au peuple pour qu'il s'exprime. Le prochain rendez-vous auquel on dira, bon, venez voter pour ceci ou comme ce soit pour un référendum, soit pour les prochaines élections. Le rendez-vous des urnes, c'est un rendez-vous capital. Ce peuple est allé voter, a passé un message. Ne pas vouloir décoder ce message alors que le peuple n'a plus d'autres occasions pour s'exprimer avant l'installation de ce Parlement, c'est maintenant ouvrir une brèche pour des situations de violence, pour empêcher peut-être l'installation de cette législature, ce que nous ne souhaitons pas. Chacun utilisera les forces dont il dispose. Le pouvoir dispose de la force publique, voudra déployer cette force publique. Déjà même en répression aux manifestations qu'il y a eu, il est clair qu'on cherchera peut-être à se venger en représailles dans les zones où il y a eu conflit, qu'on retrouve coûte que coûte les coupables. Il suffit comme aussi tout qu'on ait des soupçons que vous avez participé à ça, on peut chercher à vous attraper, comme pour dire le ministre de l'Intérieur qui a dit il y aurait casse, bultu, fracture et qu'on va brûler les gens, a même d'ailleurs dit dans son dernier message que les coupables seront poursuivis et punis. On sait comment ça se passe. Il y a des gens qui ont été pris à Porto-Novo, Ismaël Gbodoubé, il y a des gens qui ont été pris, Joseph Aïmansé et beaucoup d'autres. Donc jusqu'ici, peut-être, je ne sais pas ce que ça donnera par la suite, parce qu'on les soupçonne d'avoir été des instigateurs, on est allé les chercher. Pour moi, en raison des manifestations qui se sont déroulées plus tôt. Chacun, je crois que pour le 28 avril, chacun a choisi son mode de violence. Et je pense que ce qui est plus violent, à mon avis, c'est la violence des chiffres. Personnellement, il n'y a pas pire humiliation qu'on pourrait faire subir à ce régime que de laisser ce peuple aller aux urnes, voter et lui dire oui, parce qu'on a tous parlé, ce régime a toujours parlé au nom de ce peuple. Et ce peuple va à des élections et livre un taux de participation qui est celui-là. Il faut qu'à tête reposée, en toute responsabilité, en toute humilité, qu'on décode tout ça et qu'on ne pose pas des actes pour maintenant aggraver la situation. Alphonse, il faut trouver le juste milieu. Moïse Soudé, je parlais de l'ultimatum. Mais écoutez, on est là, on va voir. Je ne veux pas aller au-delà de l'ultimatum, mais je voudrais que tous les hommes politiques de ce pays reçoivent le signal envoyé par le peuple. Tous les hommes, de tous les camps, mouvance, opposition, tout le monde. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Cotonou s'était apaisé, mais les gens ne sont pas sortis. Il y a même que des gens ne sont pas allés au culte. Ils ne sont pas allés au culte. Moi, j'ai vu des intellectuels sortis du bureau le vendredi, aller au supermarché, faire les emprunts jusqu'au lundi. J'ai vu des élèves qui n'avaient pas envie d'aller au cours le lundi parce qu'ils ont peur. Donc, je dis, il faut que tous les hommes politiques interprètent
ce signal du peuple. Maintenant, il faut qu'on fasse baisser la température, vouloir poursuivre les gens dans leur dernier retranchement, vouloir régler des comptes, n'apaise pas la situation. Nous sommes déjà dans la crise. Il faut trouver les solutions pour apaiser les cœurs. Il faut trouver les solutions pour dire aux gens, ça va aller, c'est une étape qui est passée. Mais il ne faudrait pas poser encore des actes ou bien tenir des discours de nature à déjà, disons, à remuer le couteau dans la plaie. Moi, je dis, tout ce qui est arrivé, chaque homme politique de ce pays a sa part de responsabilité, du chef de l'État jusqu'au parti politique. Chacun a sa part de responsabilité. D'accord. Alors, Vigile Awansé, pour finir. On va attendre de voir donc ce qui va advenir après l'ultimatum. Je crains que si c'est, n'est-ce pas, je sais pas, je connais pas la nature de ce qui va suivre, mais je crains, n'est-ce pas, que le peuple, que les populations ne puissent suivre, n'est-ce pas. Et peut-être s'il n'y a pas de population, vous voyez, ça n'aura pas de force. Le chef de l'État, sans doute, prenant la mesure des choses, ayant déjà obtenu son parlement, va vouloir jouer comme il a joué avec les syndicalistes. Après leur avoir tout arraché, il dit, bon, maintenant on va faire la paix, on va instaurer un dialogue. Peut-être au mieux va aussi instaurer un dialogue avec l'opposition. Ça va durer 2 ans, et après 2 ans, on va dire, mais patientez, les législatives, c'est encore dans 2 ans. Vous aurez vos élections, et puis ça va s'arrêter là. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Vigile Awansé. Merci, Satuné Diossou. Merci également à Alphonse Moïse Souri. Nous parlions donc de cette sortie. On a parlé de cette sortie de l'opposition à Vidolé, le siège dit de la résistance. Voilà. Merci à tout un chacun. Merci pour avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.